va Philippe? Ça va très bien, on a eu une bonne journée hier. Donc, Alors Philippe, organisateur de ce salon, merci de nous accueillir parce que c'est un vrai bonheur depuis hier matin. Et puis sur 107.9 et sur la radio du salon, on prend beaucoup de plaisir à recevoir des exposants, des animateurs, bref, des gens de radio. On a l'impression que ça reste, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, ça reste une grande famille. Ouais. Et ça, c'est un vrai plaisir. Bon, alors, parle-nous du salon, parle-nous de cette première journée, avant qu'on fasse peut-être d'autres points d'ici ce soir. Non, je pense que on va pas dire que c'est le salon le plus gros qu'on ait jamais organisé, puisque le plus gros qu'on ait jamais organisé, c'était en 2020. Juste avant le Covid. On a une industrie qui se porte pas forcément très bien, on va pas se mentir. Donc on va dire que compte tenu de la situation, on voit qu'il y a une véritable énergie qui est là. Et maintenant il faut que les radios puissent véritablement passer un cap, le cap du digital. Et c'est un peu ce qu'on a essayé cette année de faire, c'est d'alerter et de dire c'est pas avec un Doliprane qu'on soigne une plaie ouverte. Faut vraiment actionner les choses. Donc c'est pour ça que la thématique audio-action et les interventions, on va pas avoir des grands patrons qui n'ont pas grand-chose à dire. On va avoir des gens qui sont là pour donner des choses concrètes à actionner quand on repart du salon. Donc on a essayé d'être le plus efficace possible cette année en disant il y a un peu urgence à ce que les radios bougent. Quelles sont les questions et les problématiques que tu retiens le plus de l'ensemble des intervenants et des acteurs de la radio ? Alors moi, je pense qu'il y a des initiatives qui sont très intéressantes. Il y a des radios qui font des choses très bien. Il y a 5% des radios en France qui se bougent et qui voient un peu qu'il faut prendre un tournant. Donc prendre ce tournant, ça veut dire quoi pour elle ? Je prends un exemple concret. Aujourd'hui, la transformation digitale des radios, elle n'est pas du tout opérée. C'est-à-dire qu'une radio n'a pas du tout une méthodologie comme une start-up pour rassembler sa communauté et la faire rentrer dans ce qu'on appelle un funnel, c'est-à-dire un entonnoir pour leur dire qu'est-ce qu'on leur propose après, comment est-ce qu'on on les invite à un concert, à un showcase privé, à des choses comme ça. En fait, on envoie souvent et on a toujours envoyé les auditeurs vers les réseaux sociaux, mais on n'a pas les coordonnées sur les réseaux sociaux des auditeurs. Et donc on n'a pas fait attention à sa communauté en disant nous on parle à tout le monde, donc on n'a pas besoin de savoir qui nous écoute. C'est-à-dire on a créé une interface artificielle quelque part entre les réseaux sociaux et les radios sans qu'il y ait de véritable connexion entre les deux. Oui, maintenant de plus en plus, les radios, que tu vas sur le service public, il faut t'inscrire si tu veux écouter la radio, si tu veux télécharger les podcasts. Ça, les radios en général n'ont pas fait cette transition-là. Ils ne savent pas gérer l'après. C'est-à-dire que, ok, on a quelqu'un qui va s'inscrire à une newsletter, mais qu'est-ce qu'on lui propose derrière ? Qu'est-ce qu'on va lui offrir comme... parce qu'un auditeur aujourd'hui, il a besoin, enfin une personne sur le digital a besoin d'être sans arrêt relancé, qu'on s'occupe de lui, même si bien sûr il vient parce qu'il a envie de venir. Mais il y a une gestion du digital que les radios n'ont pas encore véritablement intégrée. Et je dis même les plus grands groupes, parce que je pense qu'il y a des grands groupes qui n'ont pas de base de données de leurs auditeurs et ne leur proposent pas des choses après des événements. À part une newsletter peut-être parce qu'ils sont abonnés à la newsletter. Mais je vais me faire l'avocat du diable, c'est-à-dire que si on s'inscrit, effectivement, on va transmettre les coordonnées, ces coordonnées aux médias que l'on souhaite écouter. Est-ce que c'est pas fastidieux pour l'auditeur de faire cette démarche-là alors que jusqu'à présent, il allumait son poste, tout simplement, il écoutait la radio, il éteignait la radio quand il avait plus envie de l'écouter. Prenons l'exemple des startups. Les startups, comment elles font ? Pourquoi est-ce que tu t'inscris sur ChatGPT ? Pour pouvoir m'en servir. Comment tu t'inscris sur ChatGPT en un clic ? Bien sûr. Voilà, il faut donc que ce soit très simple. Non mais c'est comme l'achat publicitaire. Un autre exemple. Aujourd'hui, comment tu fais pour acheter de la publicité à la radio ? En un clic ? Comment tu fais pour acheter du Google Ads ? En un clic. Bien sûr. Donc ça veut dire en fait, on a un problème d'accessibilité, pas uniquement pour les auditeurs, où en fait on les engage pas dans un univers en leur promettant des choses. Moi, à chaque fois que je m'inscris sur une plateforme d'IA ou une plateforme, une start-up, derrière, j'ai des relances, des fois très intelligentes, en me disant là je suis pas venu depuis 10 jours, est-ce que je veux continuer à recevoir la newsletter, ou il y a une nouveauté, tiens il se passe ça. En fait on rentre dans un univers, ce qui n'est absolument pas le cas dans la radio parce que ça n'a pas été pensé comme ça.
Ça a été pensé, vous nous écoutez quoi qu'il arrive. Mais non, arrêtez. Non, les gens n'écoutent plus. Et je suis désolé, mais moi, il n'y a pas 60% de gens autour de moi qui écoutent la radio. Et je demande à tous les gens autour de moi et à tous les professionnels, et ils disent tous la même chose. Donc je veux bien qu'on ait des chiffres qui sont importants pour le marché, parce qu'il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait la publicité qui soit vendue, mais on ne peut pas être dans un déni sans arrêt. Après, on a la concurrence des plateformes musicales qui est importante, qui est évidente, où on peut avoir accès pour quelques euros à 55 millions. Et on a une bibliothèque musicale de 55 millions de titres, où on peut avoir des radios personnalisées, on a des playlists personnalisées, on a des offres personnalisées, on peut écouter la radio en mobilité partout, et sans pour autant avoir de la pub, sans être envahi par, sans avoir de problèmes de réception. Et ça, c'est une vraie problématique aussi. Non, c'est pas une problématique parce qu'on ne joue pas sur notre valeur. Alors on fait quoi aujourd'hui Aujourd'hui, quelle valeur a un Spotify ? Alors ça veut dire clairement que les radios doivent se remettre en question, se réinventer, créer de nouvelles sources de communication. Elles doivent être singulières, elles doivent refaire un boulot qu'elles faisaient très bien auparavant, qui est de la vraie programmation musicale, de la vraie recherche avec une surprise. Il faut surprendre. Aujourd'hui, Spotify ne te surprend pas. C'est toi qui vas aller cliquer, tu vas dire ah, tiens, on me propose ça, est-ce que ça va ? Non, je veux pas. En fait, si la radio veut continuer à performer, il faut qu'elle surprenne, il faut qu'elle ait une valeur et il faut qu'elle soit liquide. J'en parlais hier dans ma keynote. Le côté liquide, c'est qu'il faut être un peu partout. Et c'est ça qui est difficile aussi. Il faut être un peu partout, c'est ce que tu disais. Mais avec de la valeur. Avec de la valeur et créer des passerelles entre les réseaux, la radio, les réseaux sociaux. Intelligemment. Avec les datas, avec pertinence. Avec les datas qu'on maîtrise. Bien sûr. Pour pouvoir les inviter dans ces événements, mais pas les envoyer là-bas. Parce qu'on les a envoyés sur les plateformes, on les a envoyés sur Facebook, on les a envoyés sur Twitter. Et encore aujourd'hui, allez regarder sur YouTube. Mais non, il y a un moment, il faut utiliser toutes ces plateformes-là pour essayer de capter la data et leur offrir quelque chose en parallèle. Parce que le souci, c'est que quand on envoie, comme tu le dis, un auditeur sur YouTube, il arrête d'écouter la radio. Bien sûr, il arrête d'écouter la radio et il a surtout des propositions algorithmiques incroyables qui ne sont pas du tout les propositions que la radio va faire. Parce qu'en plus, sur YouTube, elle n'est pas très très efficace. Elle ne sait pas gérer ce côté digital, justement, comme font ce que j'appelle moi les néo-médias, c'est-à-dire les Hugo Décrypte, les Guillaume Play, qui maîtrisent vraiment l'outil parce qu'ils ont les codes et ils savent comment engager des gens. Et derrière, je peux dire qu'ils ont les datas, eux. Bien sûr. Ils ont les datas et ils savent engager dans des entonnoirs pour faire en sorte que la communauté reste et faire en sorte créer de la fidélité, bien sûr. On crée de la fidélité et aujourd'hui, on ne peut plus uniquement créer de la fidélité avec le hertzien. C'est pas suffisant. Après, la question se pose on voit les radios musicales souffrent vraiment plus que les radios de contenu. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la première radio de France, c'est France Inter. Si tant est qu'on puisse encore se souvenir qu'au dernier sondage, elle a perdu 440 000 auditeurs par rapport à l'année précédente. Ouais. Mais elle reste de loin la radio la plus écoutée. Il y a des radios comme France Culture qui trouvent un nouveau public grâce au podcast. Donc on va aller chercher des thèmes, on va aller chercher des émissions que l'on n'écoutait pas forcément avant parce qu'on n'écoutait pas France Culture de façon régulière. Donc ça permet de faire d'augmenter l'audience. Et en même temps, les radios musicales, elles souffrent parce que justement, il y a cette concurrence des plateformes, il y a la concurrence de YouTube, c'est compliqué. Alors là, tu dis, il faut être singulier, il faut être différenciant. Alors on arrive à le comprendre sur des matinales où il y a des fidélités encore d'animateurs. Mais tu regardes les matinales, elles se ressemblent quand même un peu toutes. Et puis les matinales, les animateurs qui sont aujourd'hui sur les antennes, avec tout le talent qu'on leur connaît, on a du mal à imaginer quels animateurs vont prendre le relais demain. Parce qu'on ne voit pas très bien la relève aujourd'hui. Oui, on va essayer de se parler franchement, mais on a du mal à voir la relève. Mais la relève avec des animateurs qui ont vraiment du charisme, de la personnalité. Mais parce que la radio ne donne pas de liberté c'est le mot que je voulais entendre. Aux personnalités qui viennent à l'antenne et qu'on a des directeurs des programmes qui bloquent. Comme on a des dirigeants qui sont des gestionnaires et qui bloquent les projets. Et ça, tous ceux qui se barrent de la radio
trouve une liberté d'expression dans le podcast et sûr. cette liberté, moi, toutes les interviews que j'ai fait pour Podcast Magazine, et c'est pour ça que j'ai fait Podcast Magazine, c'est parce que je voulais comprendre pourquoi ils barraient les mecs et quelles étaient les autres personnes qui faisaient du podcast et pourquoi ils en faisaient. Et c'est la liberté, c'est la les capacité. Les auditeurs vont chercher ce que l'on trouvait dans les radios libres dans les années 80. Bien sûr, le côté intime, le côté intime, le côté incarné. C'est tous ces mots-là, c'est c'est des mots qu'on utilisait pour la radio avant, mais on n'a pas su prendre le virage. Et si on ne prend pas ce virage, c'est... Pardon Philippe, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le net a réussi à trouver ces personnalités-là, enfin, de façon sans les chercher dans l'absolu, puisqu'elles sont allées directement créer leur programme sur le net avec des podcasts natifs et qui sont aujourd'hui très écoutés. Et la radio n'arrive pas à renouveler ses talents. Mais encore une fois, c'est pas qu'elle n'arrive pas à les renouveler, ou elle ne veut pas. Qu'ils sont là, mais elle ne leur donne pas les exploite pas. La liberté. Et la liberté de ton et la liberté de temps, parce qu'on est sur des temps qui sont complètement ridicules dans beaucoup de stations de radio, où on ne leur donne pas la capacité à pouvoir vraiment, et même à faire des erreurs, parce que c'est ça aussi la radio, c'est pas uniquement faire des choses léchées, écrites, lues, mais quel intérêt aujourd'hui? Alors ça pose une autre question, c'est-à-dire qu'avec l'IA, si demain on a déjà des voice tracks en radio, si demain on intègre des voix en IA, ça va encore dépersonnaliser la radio, la rendre encore peut-être plus comment dire, oui, mais clinique. Au final, qui va aller écouter si c'est comme tu le dis? Enfin, il y a un moment, il ne faut pas prendre les auditeurs pour des cruches. Si tu mets de la valeur, si tu mets de l'original, si tu mets du singulier, tu auras obligatoirement les auditeurs que tu mérites. Nous sommes bien d'accord. Donc, si tu mets de l'IA, si tu mets des musiques, tu verras bien, mais tu n'auras pas d'auditeurs. Et maintenant, en plus, on a la capacité à voir vraiment si on a des auditeurs, ce qui était moins le cas auparavant. Et je pense que il faut que la mesure d'audience progresse véritablement, mais la mesure d'audience digitale, elle n'est pas non plus idéale, hein. Faut pas rêver, hein. Oui, bien sûr. C'est pas l'idéal non plus, mais par contre, ça nous permet quand même d'avoir un vrai retour. Mais le vrai retour que tu as quand tu fais une radio, c'est les retours que tu as quand tu fais participer les auditeurs, quand tu fais des événements Moi, je prends l'exemple d'une radio Mirchi en Inde, puisqu'on réunit les radios du monde entier dans notre Tech Summit chaque année en juin, et on échange sur les meilleures expériences et les meilleures Maintenant, ils ne suivent plus Radio Mirchi, ils suivent plus les audiences. Ils ont dit à leurs animateurs ils ont 55 animateurs qui ont entre 2 et 10 millions de followers sur les réseaux sociaux. 55 animateurs dans cette radio. Ils font 30 millions d'auditeurs par jour. Donc c'est l'Inde. Et donc ils ont arrêté de croire à l'audience. Ils se sont dit, nos animateurs sont tellement bons sur les réseaux sociaux qu'on va leur demander de raconter une histoire tout au long de leur journée. Donc ils commencent sur les réseaux sociaux avec un hashtag sur une story, une histoire qu'ils ont. Ils la suivent toute la journée sur différents médias. Ils sont liquides toute la journée. Et ils vont aller un moment sur les réseaux sociaux, ensuite ils vont dire à 9h30 on se retrouve à la radio, ensuite on va aller dans un mall parce qu'il va y avoir un petit concert avec une artiste locale, et donc il y a de la surprise, il y a de la découverte, il y a de l'engagement, et en plus ils les engagent dans des jeux, des trucs sur le digital. Il y a et chaque jour une nouvelle histoire. Avec des sources de diffusion et en plus, à 360 degrés. Et en plus, ils les payent spécialement pour utiliser leur hashtag perso sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils sont rémunérés par rapport à l'audience qu'ils font sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas uniquement rémunéré pour être animateur radio, c'est être rémunéré pour raconter une histoire toute la journée. Et il y a un share profit en fait. Il y a un annonceur qui vient, il touche 50% du sponsor. Donc là, il y a vraiment de l'innovation. J'imagine qu'on utilise aussi la vidéo, ça match entre la vidéo et 360. Et le ils ont enlevé le terme FM de leur nom. Et là, la FM justement, puisque tu utilises FM, le mot FM, l'avenir de la FM, de la source de diffusion. Il y a deux enjeux, de toute façon. Il y a l'enjeu de la double diffusion qui est un véritable problème parce que ça coûte de l'argent et que là, déjà que les radios sont asphyxiées, on les asphyxie encore plus à continuer à faire la double diffusion. Mais c'est très compliqué. Maintenant, la Suisse remet la FM alors qu'ils étaient en DAB. Ils avaient tout arrêté. En Belgique, RCF arrête le DAB alors qu'elle était qu'en DAB. Enfin, une des radios arrête le DAB. Donc il y a beaucoup de
de choses qui se passent. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de décision ferme comme il y a eu par exemple en Norvège, c'est très compliqué. En Australie, ça se mélange un peu parce que les grands groupes ont décidé d'aller en DAB et ils ont laissé les petits en FM, ce qui n'est pas idiot. Alors qu'ici on disait ouais mais ça va enfermer les FM dans un zoo, alors que les grandes radios, on aurait peut-être dû faire comme en Australie, donner vraiment de la grande place à toutes les grandes radios régionales pour se développer en DAB de manière très puissante, très forte, où ils ont les moyens de pouvoir marketer et ensuite faire venir les autres radios sur des multiplexes peut-être plus locaux ou du small scale, c'est-à-dire ce qui est en train de se faire en Angleterre sur des micro-émissions de 100 watts par exemple, avec des émetteurs qui vont couvrir des zones qui sont les zones que les radios associatives aujourd'hui ont en FM. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, ça met trop de temps. Donc c'est très compliqué de pouvoir arriver à... Mais il faudrait arrêter, idéalement. Dans tes propos, dans ton discours, ce que je retiens, c'est qu'en fait, il y a plein d'optimisme. Oui, bien sûr. Il y a plein d'optimisme parce que on peut, si on ose se réinventer, remettre tout à plat et se dire voilà, l'avenir doit passer par là, par là, par là, par là. On peut arriver vraiment à créer de nouvelles choses, à trouver des animateurs charismatiques, à créer du flux, à créer du contenu qui va être différenciant et qui va être diffusé sur différentes sources où on parle de contenu. C'était Alain Veil qui était un des premiers à dire je fais plus de la radio, je fabrique du contenu et ensuite j'utilise la source de diffusion qui me semble la plus appropriée. Si on doit associer la TNT avec le net et la radio, on le fera. Si on doit utiliser que le print, on le fera, etc. etc. Et avoir vraiment des complémentarités parfaites pour aller chercher des communautés. Mais c'est vrai que l'idée de départ de certaines radios de communiquer simplement sur Facebook, c'est pas suffisant parce que ça renvoie pas l'auditeur sur le média source. Non. En 2007, et au contraire, même ça le fait fuir. En 2007, on avait lancé au Salon de la Radio le Mix Média. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Et c'était ça, c'était le mix entre la télé, la radio et les réseaux sociaux qui arrivaient bien sûr et qui étaient en force. Donc aujourd'hui, on est obligé de faire était aux prémices. Donc, on est obligé de faire ça. Il n'y a pas de... on est obligé d'avoir cette liquidité et en plus maintenant avec une audience qui fait un peu ce qu'elle veut. Oui, c'est ça. Et puis effectivement, après, il y a des nouveaux médias qui sont très chronophages. C'est vrai que avant, on comparait la radio à la radio. Telle radio avait telle radio comme concurrente directe. On se comparait à la concurrence qui était là, vraiment présente physiquement. Mais aujourd'hui, on est en concurrence avec la télé qui fonctionne 24h/24. Alors si on parle des chaînes info, c'est un peu le même principe. On est en concurrence avec Facebook, avec les réseaux sociaux, avec Insta, avec Facebook, avec TikTok, etc., qui sont des médias très chronophages. Et pendant qu'on utilise ce temps sur ces réseaux, on ne va pas écouter la FM. Non, on est d'accord, mais pour répondre à ton optimisme... Et les jeunes que l'on cherchait à avoir au début des années 90 dans les résultats d'audience de médiamétrie, médiamétrie commençait à sonder les 15 et plus, on avait demandé à ce que ce soit les 12 et plus qui soient sondés. La poire avait été coupée en deux. On avait finalement sondé les 13 et plus. Aujourd'hui, c'est pour les radios musicales, c'est ce public-là qui pose problème parce que les 13-18, les 13-20, ils sont plus du tout sur la FM, comme ils sont plus du tout sur la télé. Ils sont sur les plateformes, ils sont sur les réseaux sociaux et ils n'utilisent plus, ils regardent pas la télé. Et d'ailleurs, ils ont même du mal à comprendre qu'il faille attendre telle heure pour écouter tel animateur ou telle émission. Ouais, le linéaire, c'est compliqué. Le linéaire, c'est très compliqué. Sauf pour les gros événements. Et là, il y a toujours un intérêt à avoir du linéaire sur des gros événements. Et c'est même essentiel. Ça marche. Non, mais pour répondre au fait de l'optimisme, oui, on est optimiste. On est optimiste, et pourquoi ? Parce que quand tu as de la fièvre, t'es pas mort. C'est simplement pour dire, attention, tu commences à être malade. Et si tu fais pas attention si tu te soignes pas, là, tu finis par avoir un problème. Donc c'est pour ça qu'on est optimiste. Et ce message-là, on a un peu de fièvre. Ce message-là, il passe. Non, il passe pas. Le problème, c'est que c'est ce que j'ai dit à la lettre de l'audiovisuel hier quand ils sont passés pour m'interviewer. Je leur ai dit quel est le problème. Je lui ai dit le problème, c'est qu'au salon de la radio, on invite tout le monde est le bienvenu. Et en fait, ceux qui devraient venir
parce qu'ils devraient avoir un peu plus de curiosité et se remettre un peu plus en question, ils le font pas. Soit parce qu'ils sont pas invités, soit parce qu'ils sont dans la tête dans le guidon. Ils ont de la fièvre, mais ils se disent, de toute façon, demain, je serai peut-être plus là et ma fièvre va passer. Mais ça veut dire qu'il manque de recul, il manque de réflexion, il manque d'analyse, il manque de projection, de curiosité. De liberté aussi. Hein. Oui. On a eu des refus. Ils s'autocensurent aussi parfois. On a eu des refus de participants de Radio France au Salon de la Radio, au Paris Radio Show, parce qu'il y a eu un refus de la direction. Donc moi je trouve ça fantastique. Je trouve que France Bleu devrait être ici pour montrer l'exemple et pour partager avec toutes les radios. Non, ici devrait être ici. Ici devrait être France Bleu avec ici devrait être là. là. Ouais, enfin bon, ouais. C'est ça. Et ex-France Bleu, pardon. Ici ouais, je trouve que ce serait normal en fait qu'il y ait ce partage. C'est le service public, c'est l'argent de tout le monde. Et ils sont même pas là pour essayer d'accompagner les radios, ne serait-ce que les radios associatives, tu vois, de montrer tout ce qu'ils sont en train de développer. Le salon de la radio est fait pour ça. Ça fait 20 ans qu'on essaye de les faire venir et on leur interdit de venir participer à des conférences. Moi, je trouve ça tellement ridicule, mais c'est tellement français. Voilà, c'est une conclusion, mais c'est effectivement, ça c'est un problème aussi. Oui. Ça c'est un problème. Mais pour en revenir à ici, l'autre problème, et la PQR a un petit peu les mêmes difficultés, c'est-à-dire qu'ils font de moins en moins de local pour faire des économies sur le plan local. Donc ils abandonnent leur ADN, ils diffusent de plus en plus de programmes nationaux et du coup ils ont de moins en moins d'auditeurs ou comme la PQR qui n'arrive pas à se remettre en question, ils n'arrivent pas à renouveler leur lectorat et ça c'est selon la police, c'est pas selon les manifestants. C'est pas selon il y a les organisateurs et selon les chiffres des organisateurs et les chiffres de la police. Ouais. Bon, Philippe, en tout cas, c'est bien parce que avec toutes les problématiques, je trouve qu'il y a une vraie conscience de prise. Il y a des éléments qui sont très positifs. On sait quelles peuvent être les solutions. Après, c'est à chacun de. Faut se bouger, il faut actionner, il faut vraiment se dire que de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Je suis désolé, hein, mais il y a un moment où quand ça chute, il y a quoi à perdre ? Donc il faut arriver à surprendre. Parce que là vraiment, c'est pas, il n'y a pas de chute d'audience unilatérale, immédiate. C'est une chute permanente. En fait, c'est une érosion permanente. Une érosion permanente et encore, elle a été un peu maîtrisée et amortie par le changement de 126 000 AIR. Oui. Avec un calcul scientifique sur les 10 ans précédentes, donc qui fait que ça a amoindri, à mon avis, la chute. Moi, j'ai des exemples dans les pays, dans le monde entier, où ils ont changé la mesure d'audience pour de l'audience portée, mais avec une application mobile, où on voit vraiment exactement ce qu'écoutent les gens, et la radio était à 36%, alors qu'elle était à 67% avec la déclaration et le déclaratif. Et ils sont revenus au déclaratif parce que sinon les annonceurs. Donc je comprends le modèle économique et on en comprend et on veut que ça reste bien sûr comme ça, mais on ne peut pas être dans un déni et on ne peut pas se dire on n'a pas de fièvre. C'est pas possible aujourd'hui. Moi j'ai vraiment le sentiment que les radios FM souvent sont voilà ce que l'on écoute aujourd'hui. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable encore une fois, mais sur certaines radios que l'on peut encore écouter aujourd'hui, on a l'impression que si on ne les a pas écoutées depuis 10 ans, finalement c'est pas grave. Non, on revient, on entend exactement la même chose au même moment et comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, il y a quelques exceptions, je te dis, 5% dans les 1200 radios qu'on a en France. Donc il faut les écouter elles et puis après les autres peut-être qu'elles se bougeront. Avec la valeur ajoutée et avec de l'innovation et avec du courage aussi. Et de l'envie. Et de l'envie. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie et il faut avoir aussi un peu de courage parce que... Ouais, il faut avoir des coronesses pour se dire allez, c'est bon, on ouvre les vannes. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que les Français ont beaucoup écouté les Américains pendant très longtemps pour fabriquer leur réseau. Alors je ne sais pas aujourd'hui aux États-Unis comment se comporte le marché. Mais aux États-Unis, il ne va pas bien du tout. Il ne va pas bien du tout. Ils n'ont pas réussi non plus à se remettre en question. On l'a bien vu à l'époque de l'élection avec Trump. Il est passé dans tous les podcasts, il n'est pas passé dans les médias traditionnels. Donc il y a une vraie... et là, on voit iHeartRadio qui fait maintenant un partenariat avec TikTok
qui est très smart parce qu'ils vont chercher les jeunes où ils sont et en plus ça leur donne une visibilité supplémentaire et les TikTokers aujourd'hui ils ont besoin de visibilité supplémentaire sur les médias traditionnels. Donc c'est une bonne piste. Après est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on verra bien mais en tout cas ils se bougent. Parce qu'ils étaient obligés aussi, je pense que iHeart ça allait pas très bien et donc ils ont trouvé ça. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. En tout cas ça va pas bien aux États-Unis, ça va pas bien dans tous les pays mesurés. Il n'y a que les pays où il y a vraiment une cohésion entre l'ensemble des acteurs, l'Australie, l'Angleterre. Ils sont vraiment très cohérents, ils ont une structure qui motive tout le monde à être ensemble et à avancer. Radio Center qui fait un travail incroyable et qui donne envie aux annonceurs et aux radios et à tout le monde de travailler ensemble dans le même sens. Et ça, en France, on n'est pas capable de le faire. On a bien sûr l'Alliance de la radio, mais qui n'a rien fait depuis un an. Après, il y a de vrais blocages quand tu sais que France Info TV et France Info Radio ne se parlent pas. Ah non, mais ça, c'est... Mais on le sait bien. Nous, on a essayé de faire une fois un salon de la radio avec le Satis. Ça ne marche pas. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes acteurs. Et pourtant, on fait aussi de la vidéo. Et pourtant, eux font aussi de l'audio. Mais ça peut pas fonctionner. C'est des manières différentes de travailler. Une approche, une psychologie différente aussi et une passion différente. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de passionnés en radio et c'est ça qui est génial. Frédéric, tu es pressé? Ah non, on doit remettre des prix. Alors, tu veux en dire un mot? Des prix, ouais, non, alors c'est des petits coups de cœur de la lettre pro qu'on remet à tous les exposants qui ont fait des choses assez innovantes et qui ont fait des jeux ou comme cette animation avec Broadcast Associés. Donc vous avez gagné le coup de cœur de la lettre pro de la radio. Cool. Qu'on a remis à Fabrice et qu'on va remettre à quelques autres exposants ici. Bon, très bien. Alors, on vous laisse aller remettre les prix et puis bonne suite pour cette deuxième journée de salon. Ouais. Et puis si tu veux avoir un jeune pour savoir ce qu'il écoute comme radio, il y a mon fils qui est là et il pourra te raconter comment les jeunes ils fonctionnent. C'est intéressant. Allez, voilà, oui, c'est intéressant. Bonne idée. Merci. Merci Philippe. Salut, ciao.